avait toutefois eu lieu. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. L'AES est pour l'heure une coopération économique et de défense de ces trois pays sahéliens qui se sont tournés vers d'autres partenaires comme la Russie, la Turquie et l'Iran, régulièrement qualifiés de partenaires sincères. Mais il affiche régulièrement leur volonté d'aller plus loin. Fin juin, le colonel Goïta avait assuré que la coopération au sein de l'AES avait pris un chemin de non-retour lors d'une visite à Ouagadougou. Quelques semaines plus tôt, les ministres des Affaires étrangères burkinabés, maliens et nigériens avaient finalisé à Niamey un projet de texte créant la confédération que les chefs d'État devraient adopter lors du sommet de ce samedi. Les pays de l'AES qui utilisent le franc CFA ont également émis l'idée de créer une monnaie commune à moyen terme. L'armée américaine devrait achever dimanche le retrait de son personnel de la base 101 du Niger, située dans la capitale Niamey. Suivra dans les semaines à venir le démantèlement d'une importante base de drones. En avril, la junte au pouvoir au Niger a ordonné aux États-Unis de retirer leurs troupes du pays. Quelques 1000 militaires sont concernés par ce départ, qui constitue un revers embarrassant pour Washington, à la suite du coup d'État survenu l'année dernière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avant le coup d'État, le Niger était un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Des milliers de morts et des millions de déplacés sont à déplorer dans la région. Washington est à la recherche d'un plan B en Afrique de l'Ouest, alors que les renseignements américains sont de plus en plus limités sur les groupes extrémistes en pleine expansion. Deux citoyens américains jugés en République démocratique du Congo pour leur rôle dans une tentative de coup d'État en mai dernier ont déclaré à un tribunal de Kinshasa qu'ils avaient été forcés de rejoindre l'insurrection. Marcel Malanga, 22 ans, fils de Christian Malanga, et Benjamin Zalman-Paulin ont déclaré à la cour que le chef du coup d'État les avait menacés de mort à condition de s'allier à la forfaiture. Christian Malanga, homme d'affaires congolais basé aux États-Unis, a été tué le 19 mai dernier lorsque des hommes armés sous ses ordres ont brièvement occupé les bureaux de la présidence congolaise dans la capitale avant d'en être délogés par les forces régulières. Les autorités ont très vite conclu à une tentative de coup d'État. Une cinquantaine de personnes, dont des citoyens américains, britanniques, canadiens, belges et congolais, avaient été arrêtées. Elles sont jugées entre autres pour atteinte à l'intégrité de l'État et risquent pour certains la peine de mort. C'est par une séance de planting d'arbres dans la cour du Centre international de conférence de Kintilé que les chefs d'État et de délégation ont marqué leur empreinte à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement à Brazzaville. Ces derniers ont, à l'issue des travaux à huis clos, adopté la déclaration résumant les travaux de cette conférence. Je lance cette fois encore un appel pressant à une mobilisation plus efficace pour qu'à la faveur des prochaines rencontres de la communauté internationale, notamment de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, soit portée d'une seule et même voix des avancées combien encourageantes enregistrées ici à Brazzaville. Les participants ont pris l'engagement d'institutionnaliser la conférence internationale sur la forestation et le reboisement à travers son organisation tous les 2 ans. Ils ont recommandé, entre autres, de soutenir le financement durable, innovant et d'intégrer les communautés locales et populations autochtones. Renforcer la participation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, des communautés locales et populations autochtones à l'action d'afforestation et de reboisement pour contribuer à l'amélioration du bien-être des dites populations et à la création d'emplois et de richesses. Par ailleurs,
il a été recommandé la mise en place d'une distinction honorifique d'Amar pour gratifier un pays, une organisation ou une personnalité ayant œuvré de manière significative dans le cadre de la forestation, du reboisement et de la lutte contre la déforestation. Ainsi, du 2 au 5 juillet 2024, à Kintélé, les experts, les ministres, les représentants des institutions internationales, régionales et sous-régionales ont posé les bases d'une nouvelle ligne directrice en faveur de la restauration du couvert forestier de la planète. Lors d'une session solennelle du Congrès commémorant le 49e anniversaire de l'indépendance du Cap-Vert, le président José Maria Neves a dressé un bilan élogieux de la trajectoire du pays, soulignant les réalisations remarquables au cours des près de 50 dernières années. Le chef de l'État a souligné des progrès significatifs dans des domaines tels que l'éducation et la santé. À cet égard, l'évolution de l'éducation et de la santé a été au cœur des priorités nationales de ces pays d'Afrique de l'Ouest, avec des réalisations remarquables. Je pense que ça valait le coup. Au cours de ces années, le Cap-Vert a fait un grand pas en avant. Il suffit de regarder l'évolution en matière d'éducation et de santé. Aujourd'hui, toutes nos femmes enceintes peuvent accoucher à l'hôpital. La vaccination atteint 100% de nos enfants et nous avons pratiquement atteint les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2025. Le chef de l'État a également rappelé que le Cap-Vert a mérité le titre de pays à revenu intermédiaire et de démocratie qui fonctionne réellement, doté d'institutions solides et inclusives qui ont contribué au développement du pays. Le Cap-Vert a grandi d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue matériel. Nous avons pratiquement multiplié notre PIB par habitant par 50, de sorte que le Cap-Vert a fait un grand bond. Et c'est important avec la contribution de tous les Cap-Verdiens. Pour rappel, l'indépendance du Cap-Vert, archipel d'Afrique de l'océan Atlantique, a lieu le 5 juillet 2075 avec la libération de la domination portugaise depuis le XVe siècle. Elle a fait suite à une lutte menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, à partir des années 1950. À l'aube de cette nouvelle année d'indépendance, le Cap-Vert se profile comme un exemple de réussite et de résilience en Afrique.